عسلامة مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب حلقة اليوم حاضر معنا السيد مهدي بلقرون هو يجينا من فرنسا. الحوار هذا باش يكون باللغة الفرنسية n'est-ce pas? C'est mieux. C'est mieux. Je comprends très bien et je parle, hein, mais je préfère le français pour utiliser la bonne sémantique et les bons mots. Voilà. Mehdi Belgroun, qui est le DG de Cycle Family Office. Marhaba bik. Bonjour, Merci. bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci d'accepter notre invitation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Cycle Family Office, c'est quoi? Vous faites quoi? Cycle Family Office, c'est l'idée de 3 personnes, 3 associés, une avocate d'affaires ainsi que un expert en finance. On avait l'habitude de travailler ensemble avec des startups, parce que moi j'avais un écosystème autour de moi de startups qui avait des besoins réels, que ce soit dans le juridique, dans le conseil, dans la recherche de financement, levée de fonds et ainsi de suite. Et à force de se passer les clients comme ça, on s'est dit mais attends, en fait il y a bien un service qui doit être créé, qui est que dans un seul endroit, on ait toutes les compétences. Et là on s'est dit quel format ressemblerait plus à ceci. Donc on a vu au début une banque d'affaires, on s'est dit peut-être une banque d'affaires, mais c'est très spécifique les banques d'affaires. Là on s'est dit une family office, mais une family office 2.0. 2.0, pourquoi? Parce qu'une family office, pour que vous sachiez, une family office, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une entité qui va pouvoir gérer la fortune de personnes fortunées et qui ont de grands groupes et ainsi de suite. Et ceci me gênait un peu parce que on était vraiment dans une niche, alors que ces services-là pouvaient être orientés vers les TPE, PME et start-up qui en avaient le plus besoin. 2.0 aussi, pourquoi? On n'oriente pas sur prioritairement vers le patrimoine et la gestion de patrimoine, mais plutôt vers ce qui rapporte le patrimoine, le dirigeant et son entreprise. Donc on va envoyer les forces de conseil en stratégie, de tout ce que je vous ai listé, vers ces deux sujets. Très bien. Alors, ça, c'est pour ce que c'est qu'un family office. Aujourd'hui, on entend souvent le mot, enfin, on entend le mot et c'est bien de le définir, d'y donner une définition. Aujourd'hui, vous vous considérez comme un family office 2.0. Ouais. C'est juste pour faire joli ou... Ben, on aurait bien aimé que ça fasse joli, mais non, puisqu'il y a du travail quand même. C'est plutôt... je te le dis, hein, tu le sais, le family office, lui, a des fonds à gérer. Donc en général, il va les placer dans plusieurs banques pour même faire jouer la concurrence. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi pas placer une partie de ces argents-là vers de l'économie réelle et non pas sur des placements, mais de l'économie réelle en injectant de l'argent vers les startups. Parce que c'est un produit qui est très rentable lorsqu'on prend du risque et on peut avoir un effet multiplicateur assez conséquent. Et il y a cette synergie aussi à faire. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est un family office 2.0. Vous l'expliquez pourquoi. Ce que vous faites principalement aujourd'hui, c'est, bon, ben après, comme vous l'avez dit, ça aurait pu être une banque d'affaires, mais c'est assez spécifique. Donc, parce que vous faites l'accompagnement, fusion-acquisition, vous faites de l'investissement, vous faites de l'optimisation, etc. Donc, aujourd'hui, et vous faites également de la corporate innovation. Avant d'arriver sur cet aspect corporate innovation, alors, aujourd'hui, je lisais ça quelque part, vous disiez que vous partagez les mêmes valeurs qu'un médecin de famille. J'ai pris note de cette phrase-là. Pourquoi vous dites ça? Ben, un médecin de famille, c'est quoi? Un médecin de famille, c'est une personne à qui vous avez confiance. Il est là dès la naissance du bébé, jusqu'à, je ne le souhaite pas, mais le décès de la personne en quelque sorte. Et en fait, c'est le fait qu'on puisse suivre tout le cycle de vie du dirigeant et de l'entreprise. Et c'est surtout pour garantir la sérénité des affaires. Moi, j'ai vécu, j'ai fondé quand même 2 startups, 2 fintech, une aux États-Unis et une en France, dans le financement. Et quelquefois, on ne dort pas la nuit. Il y a des enjeux, mais on n'est que deux cofondateurs. Et là, on se dit, on aurait bien aimé avoir une équipe, mais on n'a pas encore vraiment les fonds pour avoir une équipe juridique, une équipe de financiers, d'experts financiers, d'analyse, pour pouvoir analyser des packs d'actionnaires. Parce que lorsque des associés pénètrent dans votre société, souvent, il y a des coquilles qui se cachent, on l'a vécu. Et on peut se faire avoir, en quelque sorte. Donc, je me suis dit, et on s'est dit avec toute l'équipe, l'objectif, c'est que le dirigeant ou la famille dorme sur ses 2 oreilles. Et c'est ce qui se passe avec la santé, avec le médecin de famille. On sait qu'on a un médecin qui est là et qui veille sur nous.
Très bien. Ça, c'est pour l'image, pour avoir expliqué l'image. Alors, aujourd'hui, concrètement, vous travaillez plus, en fait, réellement, vous travaillez plus avec les startups. En fait, quand on a créé le Family Office, moi j'étais le spécialiste des startups. J'ai fait 15 années de banque, j'étais directeur d'agence, j'ai fait pas mal de postes. Et quand je suis sorti, j'ai connu que la startup directement. Donc ça a plu à mes autres associés parce qu'ils disaient c'est le game actuel, c'est les startups, c'est les enjeux actuels. Et oui, je suis plus orienté, moi, vers ma spécialité, c'est les startups, la technologie, l'innovation, et mes autres associés vont être plutôt dans le juridique, qui est l'avocat, et l'expert en finance. Mais l'expert en finance doit savoir valoriser les startups. Donc, nos clients aussi ont besoin de ces solutions-là. Alors, réellement, vous conseillez quoi à vos startups? Enfin, Start-up. Alors, les startups que j'ai autour de moi, concrètement, vraiment, premièrement, la plus grande, je vais parler de la levée de fonds, c'est ce que j'ai dit hier. On m'a posé la question. Parce que là, vous accompagnez également des startups en Tunisie. Exactement. Je mentor, je fais ce qu'on appelle. Je suis plutôt dans le mentoring chirurgical. On dégage un besoin, une problématique, et on casse le plafond de verre. Hier, on m'a posé la question, et c'est intéressant de vous le dire, c'est qu'est-ce que vous donnerez comme conseil pour les levées de fonds? Premier conseil que je donne, c'est de ne pas faire de levée de fonds. Pourquoi? Quand vous faites une levée de fonds, vous vendez une partie de votre boîte. Vous faites rentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes de l'extérieur. On ne connaît pas leur intention, et ainsi de suite. Et surtout, il faut investir déjà avec ses propres deniers, ne serait-ce que 100 dinars. Mais il faut sortir de l'argent de sa poche. Aujourd'hui, on voit des startups qui arrivent avec un PowerPoint, une présentation, et qui souhaitent directement lever. Parce que le problème, c'est qu'on s'est dit que, plutôt les startups se disent, le succès, ce n'est pas que l'entreprise soit rentable, le succès, c'est de faire une levée de fonds. Et ça pose un réel problème dans l'écosystème startup. Alors que c'est un moyen. C'est un moyen, merci. L'argent, la monnaie, le cash, le flouze, on peut le dire en tous les KSF, on peut dire toutes les langues possibles, c'est un moyen, c'est un outil pour aller chercher de la rentabilité et encore de l'argent. Si on se dit comme quoi la victoire, c'est d'avoir 500 000 euros sur son compte, les 500 000 euros sur le compte... c'est pas les vôtres, et deux, s'ils sont là, c'est parce que normalement, ils sont supposés être dépensés, et voilà. C'est pour que ça se développe. Donc, continue comme ça, je vais te recruter, c'est exactement ça. Non, enfin, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas les vôtres. Elles appartiennent à la boîte, et on a deux façons de voir les choses. Là, c'est par provocation que vous dites ça, Mehdi Belgroun. Donc, ouais. Bien sûr, il faut lever. Enfin, il faut lever quand il y a un besoin. Quand il y a un besoin, voilà. Attention, il faut mettre les choses en face. Et quand vous faites des pitchs, moi j'ai pitché face à des VC, je connais des VC, je travaille avec des VC. C'est simple. On a le besoin, la ressource qui va rentrer. Mais qu'est-ce que tu mets en face? Il faut que tu me dises point par point ce qui est en face. Et quand j'ai fait le tour au niveau des pitchs, des early stage là, chez Impact Partner, à chaque fois qu'on me disait on a besoin de temps, je ne voyais pas la slide où on dégageait le besoin. On disait clairement ce qu'on avait besoin. Donc je disais, vous voulez pourquoi? Et là, on me disait, on a besoin de... Et là, on peut me dire, recruter parce qu'on a tel plan sur notre roadmap. Il faut justifier, c'est un moyen, il faut lever quand on en a besoin. Et non pas pour avoir une victoire et mettre sur LinkedIn, un tel a levé 100 000 dinars ou des choses comme ça. D'ailleurs, le monde est rempli de startups qui ont levé même beaucoup plus, qui ont même été cotées, etc. et qui aujourd'hui ne s'en sortent pas. Il y a eu du burn cash. Voilà, donc ça veut rien dire. Donc il ne faut pas que ce soit un objectif en soi, c'est un moyen. Et comment on définit justement ce moyen-là? Comment on définit ses besoins? Comment on définit à quel moment je vais avoir besoin de lever et pour faire quoi? Parce que aujourd'hui, c'est un art savoir dépenser. Exactement. Et c'est un art aussi de savoir s'endetter. J'avais une phrase que je disais à mes clients dans mon ex-emploi, c'était... il ne faut pas s'endetter, il faut savoir s'endetter. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez des étapes sur une start-up qui sont claires. Donc on sait qu'on a l'amorçage, le pré-seed, seed, et après on a les séries pour faire les levées. Chaque série ou chaque levée a normalement un sujet.
Je te donne un exemple. La Serie A, souvent, c'est pour gonfler son équipe. Donc, on a besoin... tiens, on va essayer de les faire tout à l'heure. Pour l'amorçage, d'accord. Pour l'amorçage, c'est quoi le sujet en général? Qu'est-ce qu'on est supposé chercher? Qu'est-ce qu'on est supposé... L'amorçage, c'est qu'on a une idée, on a fait notre deck, et il nous faut au moins un premier petit ticket juste pour faire notre POC. Proof of concept, c'est-à-dire savoir si mon idée peut fonctionner, peut juste être créée. C'est faisable ou pas. Donc là, je vais donner un peu les chiffres plutôt européens et français. Souvent, ça va être à l'intérieur les business angels, the friends and families. Et là, on va essayer de... Love money. Love money, exactement. Et là, on va aller chercher, ça peut être 10, 20, 30, 50 cas, où on va pouvoir avoir son POC. Ensuite, la seed, elle est là pour pouvoir faire son MVP. Son MVP, ça va être aux alentours de 50, voire, et ça peut monter la seed, elle peut monter, on va dire, à 800 000. Après, ça dépend. C'est en pré-seed, Pré-seed, pardon, pré-seed. Pré-seed et seed. Pré-seed et seed. Moi, je mélange je fais en sorte de mélanger la pré-seed avec la love money, avec et ainsi de suite, parce que c'est exactement. Mais la seed, ça va être le MVP. C'est se dire, bon, avec le minimum de ressources, est-ce que je peux tester le marché? Est-ce qu'il y a une réponse? Et la série A, en général, de tout ce que j'ai vu, c'est... là, on monte sur des sommes... donc la seed, on va être un tout petit peu en dessous d'1 million d'euros. À partir d'1 million d'euros... Ça dépend des marchés. Après. Et ça dépend des marchés. C'est pour ça que je le répète sans cesse. La Tunisie, c'est pas le marché algérien. Le marché algérien, quoique la région est à peu près la même, mais l'Europe, c'est pas la même chose que les États-Unis. Ainsi de suite. Et je te ferai un comparatif entre les VC et américains, français, européens. Il y a une différence. La série A, ça va être pour le recrutement. On veut partir en croissance. On veut pouvoir s'asseoir sur le marché. Et la série B, souvent, c'est l'internationalisation, où là, on monte sur des sommes faramineux. Et voilà, donc pour moi, il faut suivre les étapes réelles. Il faut déjà connaître bien son marché, savoir combien on doit dépenser, pourquoi faire, et s'adapter en se disant, on est à tel endroit au niveau de la tournée de table, quoi, tout simplement. Il y a les différentes séries. Pour les lever, c'est important. Les VC n'ont pas les mêmes mentalités d'une région à une autre. Et je parle de VC, et par exemple, je donne un exemple, souvent je donne le même exemple, la mentalité européenne, ou plutôt française, je vais me baser sur français, et par exemple américaine et chinoise ne sont pas les mêmes. Et on le voit directement sur la sémantique, sur le mot en lui-même. VC, venture capital, en France on parle de capital risque. Donc on voit que d'un côté c'est plutôt le risque qu'on va aller jauger, l'autre c'est l'aventure qu'on va faire. Et on le voit lorsqu'on parle directement à des VC américains, ils sont ouverts, ils veulent jumper dans l'aventure ou pas, ils sont plutôt dans l'émotion. Et c'est pour ça que dans les pitchs, souvent on se dit, il faut transmettre de l'émotion. Et le capital risque, voilà, ils vont jauger au maximum. Et le délai, il est long en Europe pour avoir des fonds. Contrairement par exemple à la Chine, j'ai assisté à il y avait une délégation chinoise, j'étais là pour la délégation chinoise de Hangzhou, nouvelle Silicon Valley de Chine. Et en 7 minutes en visio, ils ont levé 700 000 € avec les Chinois. Le temps n'est pas le même au niveau des régions, la mentalité, le mindset n'est pas le même. Les montants aussi ne sont pas les mêmes, exactement. Et donc voilà, il y a des enjeux. Et pour moi, il est important de connaître son marché, de connaître son VC, connaître... J'ai déjà vu des startups avant de les accompagner, qui partaient en rendez-vous pour aller faire une levée de fonds avec des capital risques ou quelque chose comme ça. Ils étudient pas quelle est la thématique de ce fonds. Donc à la fin, ils commençaient à peine à parler, qu'ils disaient non, on n'investit pas là-dedans. Mais il faut que tu découvres d'abord, il faut que tu fasses tes due diligence. Sinon tu vas perdre du temps. Et j'ai connu beaucoup de startups qui ont perdu beaucoup parce qu'ils disaient je rencontre un fonds. Et ils sont contents, bien sûr. Mais non, j'investis que dans l'InsurTech, j'investis que dans ceci, et l'autre vend du pain. Et alors, pour reprendre la question par laquelle tout cet échange a commencé, la question qu'on vous a posée hier, alors que conseillez-vous à une startup qui veut lever, à part de ne pas lever? De ne pas lever, on a compris, mais quand on veut lever... Quand il lève, il faut qu'il y ait réellement un besoin, qu'il ne lève pas pour rien. Lorsqu'il y a un besoin, il faut être un très bon gestionnaire. Un dirigeant a 2 grandes qualités. Et c'est pour ça que je parlais aussi de la posture du dirigeant. Le dirigeant a 2 grandes qualités. Le premier, c'est qu'il doit avoir du courage. Le courage de prendre des décisions, et qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais il faut avancer, il faut prendre une décision.
Et puis la deuxième, c'est d'être un très bon gestionnaire. Je l'ai toujours dit, et ça je fais le comparatif, j'ai une déformation professionnelle puisque je suis banquier. Je peux avoir un client qui a un salaire de 1 500 € par mois et qui est capable d'épargner des sommes et avoir une très bonne gestion. Et je peux avoir des clients qui ont 10 000 € par mois de salaire et qui sont toujours à découvert et qui ne sont pas propriétaires, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question de gestion. Les personnes, si elles doivent s'enrichir ou si une entreprise doit bien fonctionner, c'est d'être un bon gestionnaire. Très bien, alors ça c'est pour la partie investissement, la partie start-up. Alors on reste sur ça, mais j'ai envie d'avancer sur l'autre sujet, enfin parler un petit peu des entreprises très très rapidement. En quelques secondes, je vais essayer les grandes lignes, de résumer les grandes lignes, donc juste pour résumer. Donc les archifiés se mettent بالجون donc اليوم حكينا على الاستثمارات على لي ستارت اب على لوفي دو فون معناتها كيفاش اليوم باش تجيب فلوس. قال هو انا يظهر لي بار بروفوكاسيون شويه نوعا ما معناتها يسالوه شنو نصايحك باش ندخلوا استثمارات وكل يقول لهم باش ما تدخلوش استثمارات يفو با لوفي. يقول لهم سي با تو افي فري معناتها بالطبيعه، ولكن اوترومون دي اللي حاب يقولوا لازمك تعرف وقتاش تاخذ الفلوس هذيك وعلاش سورتو شنو باش تعمل بها وكيفاش تتصرف فيها. مش الفلوس ماهيش هي الهدف، الفلوس هي وسيله معناتها باش تحقق اهداف، وكل مرحله من عمر ستارت اب عندها الاهداف نتاعها. كما المراحل الاولى معناتها المرحله اللي مازلت تشوف الفكره نتاعك وتحب تشوفها تمشي ما تمشيش وكل حاجتك ممكن مبالغ بسيطه. من بعد عندك مرحله وين لازمك تقدم منتوج مينيموم معناتها بالمينيموم وتجربه في السوق، وبعد تمشي باش تقدم تكبر الفريق وتعمل فريق اتسيتيرا. دونك هذوما كلهم مراحل افيك دي بيزوان مختلفين. هذا الكل لازم يكون واضح وتعرف كل مرحله شنو التمويلات اللي تحتاجها، وحاول قد ما تنجم انت بيدك تكون الاول ممكن اللي تحط شويه زاده في المؤسسه نتاعك فما سيت انغاجمون. Alors pour parler de la relation aujourd'hui, le lien entre les startups et les grandes entreprises. On parle beaucoup d'open innovation, on parle de corporate innovation également aujourd'hui. Enfin, vous vous positionnez de par Cycle Family Office, donc qui est la boîte dont vous êtes le DG. Aujourd'hui, vous positionnez voilà, des deux côtés. Vous connaissez les startups, vous connaissez aussi les corporates et vous essayez un petit peu de faire que la magie opère, c'est ça, entre ces deux mondes? En fait, il faut se dire comme quoi on essaie toujours pour nos clients et nos partenaires de trouver des opportunités ensemble. Alors, pour vous, c'est principalement vous, c'est corporate, c'est ça? C'est les corporates, ça peut être... En fait, c'est même les pas les corporates. Ça peut ne pas être les corporates. Je dirais même que c'est même pas les grands groupes. Ça peut être des grands groupes. Mais l'important pour moi, c'est vraiment de faire vivre les TPE, PME. Je donne un exemple quelconque. Je peux avoir un client qui est une société commerce tout banal, il n'y a pas de souci, qui fait beaucoup de chiffres. Et je peux avoir de l'autre côté, moi, dans mon écosystème, une start-up qui va avoir une solution de facturation intelligente ou quoi que ce soit. Je jump directement. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle façon de voir les choses dans ton process. Et surtout, j'analyse, comme on connaît très bien, et vous l'avez pu le lire, on ne dépasse pas un certain nombre de clients dans notre family office. Parce que l'objectif, c'est d'être, comme je vous l'ai dit, le médecin de famille et être proche et en proximité. Donc on connaît très bien les affaires. Et donc on sait où est-ce que sont les risques de l'entreprise, qu'elle soit technologique, financière, et le risque technologique de la transformation digitale. Et quand vous dites, on le voit très bien, c'est-à-dire vous le voyez individuellement pour chacun de vos clients, vous dites parce qu'il y a des risques communs, c'est-à-dire c'est les mêmes qui se... Alors, on part toujours d'un risque commun. Est-ce que vous ubérisez votre compréhension des risques ou pas? Non, parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, chaque entreprise est différente. Même s'ils font la même activité, chaque entreprise est différente parce qu'elle a une gestion qui peut être différente par son dirigeant et des stratégies différentes. Donc, je vous donne un exemple. Nous, on met en lien les deux acteurs, TPE, PME, la start-up, et dans les deux sens. C'est-à-dire que la TPE, PME peut pouvoir investir sur cette start-up contre un MVP chez eux, et vice-versa, la start-up peut offrir la solution et le TPE-PME va pouvoir rémunérer, entre guillemets, en se disant bah, « écoute, je suis prêt à mettre des sous dans ta boîte ». Et là, on crée réellement des vraies synergies. Les grands groupes, aujourd'hui, ils peuvent créer, alors je ne sais pas comment ça se passe en Tunisie, mais en France, ça fait depuis à peu près...
5 à 10 ans que les grands corporates, les groupes bancaires, ainsi de suite, ont intégré à l'intérieur même, alors on appelle ça des incubateurs à l'intérieur, et parce que j'ai des exemples dans la tête, mais je veux rester un peu, je ne vais pas donner trop de détails parce que je n'ai pas parlé de ces grands groupes. Ils vont pouvoir investir, et souvent les grands groupes, il y a quand même une petite tâche, c'est que souvent ils vont pas mettre des tickets pour pouvoir prendre 20%, 15%, 10%. Non, c'est soit tu travailles avec nous, soit tu travailles pas avec nous, donc ils prennent des 50% au niveau des parts. Alors que les TPE-PME, eux, c'est de l'investissement. Ils veulent être rentables en investissant sur les startups, mais aussi pouvoir profiter de la solution qui peut être excellente dans leur process de vie de l'entreprise. Mmh. Très bien, alors, si vous permettez, nous allons marquer une courte pause et puis reprendre pour parler un petit peu plus de ces corporate incubators, de comment ces grands groupes ou ces PME parfois, hein, comme vous l'avez dit, peuvent s'outiller, que ce soit à travers des structures ou alors profiter de programmes. Ou, voilà, enfin, comment rapprocher ces deux mondes. Donc, كنت نحكي معاه على اليوم الخدمة معناتها العمل اللي قاعد صاير مع المؤسسات. قال اليوم مش بشرط هي تكون شركة كبيرة معناتها ولاباس عليها برشا ونجيبوا لها ستارت اب باش تعاونها، تنجم تكون حتى تي بي او حتى بي ام او حتى شركة عادية معناتها تخدم على بزنس تاع تجارة معناتها عادي، ولكن تنجم تكون عندها مشاكل نتاع في الفاكتوراسيون ونقولوا لها تيان فما ستارت اب اليوم عندها فوتره ذكيه تنجم تعاونك، وذاك الكل بالطبيعه باش لي دو انتربريز دايوغ سو ديفلوب. مي اودلا تسا كيفاش نجموا ننظموا العلاقه هذه اكثر؟ اليوم فما طرق مختلفه، الكوربريت انوفيشن مثلا، هذا كل اللي حبينا نحكيو عليه من بعد شويه بعد الفاصل وموعد الاخبار في برنامجكم ستارت اب. راجعين مع ضيفكم ميدي بلقون اللي هو مدير عام سايكل فاميلي اوفيس، كي فاميلي اوفيس 2.0 فصلنا قبيليك علاش يقولوا عليه هكايا. راجعين.